depuis Cannes. Maxime Saada, patron de Canal+, premier financeur du cinéma français, a annoncé ce dimanche rompre avec les 600 signataires d'une tribune publiée dans Libération dénonçant l'emprise de Vincent Bolloré, une décision qui suscite de vives réactions dans le monde du cinéma et qui révèle le poids économique de Canal+ dans la production cinématographique française. Pour en parler, nous sommes en duplex depuis Cannes avec Marie Masmonteil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice et vice-présidente du collège long métrage du syndicat des producteurs indépendants, le SPI. Il y a également Nicole Vulser. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes journaliste au Monde en charge de l'économie de la culture. Et puis ici même dans ce studio, Thomas Paris. Bonjour. Vous Bonjour. êtes professeur associé à HEC Paris, directeur scientifique du MAC. Le MAC, c'est Médias, Arts et Création. Vous êtes également chercheur au CNRS. Alors tout cela a débuté le 11 mai 2026. On était donc à la veille de l'ouverture du 79e Festival de Cannes. 600 professionnels du cinéma ont signé une tribune publiée dans Libération intitulée Zapper Bolloré. Et cette tribune, comment la lire, Thomas Paris ? Il y a plusieurs lectures possibles. Et la première lecture, c'est qu'on a sans doute basculé dans un monde à l'international et en France complètement décomplexé et où les piliers de la démocratie peuvent être un peu fragilisés. Et donc la première lecture, c'est des citoyens, avant d'être des gens du cinéma, c'est des citoyens qui s'inquiètent de la place dominante d'un acteur, d'un individu dans des secteurs qui peuvent avoir une influence considérable sur la pensée, sur la culture. Ça, c'est la première lecture. Et la deuxième lecture, c'est ce qui est en train de se jouer avec une entreprise industrielle qui suit un agenda purement industriel, qui est Canal+, dont la position a été un peu bousculée ces dernières années parce que le monde de l'audiovisuel et du cinéma a changé. Et donc, Canal+ est obligé d'évoluer. Et dans son évolution, cela l'a conduit à décider de prendre des participations dans UGC et de monter dans UGC, donc dans l'exploitation, et avec cette question de la position encore plus dominante d'un acteur économique dans une filière qui n'aurait peut-être pas posé tant de problèmes il y a quelques années avant qu'on bascule dans cette période où on a l'impression que les tabous tombent et que des acteurs industriels peuvent avoir des actions décomplexées. Voilà un peu deux premiers niveaux de lecture de cette tribune. Une tribune dont les mots sont extrêmement durs. J'en cite un extrait. La bataille culturelle dont on parle partout ne désigne pas un simple affrontement d'idées. En laissant le cinéma français aux mains d'un patron d'extrême droite, nous ne risquons pas seulement une uniformisation des films, mais une prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif. Oui, donc ça renvoie à ce que je disais dans ce premier point. Hein. C'est une espèce de hantise, d'une bascule possible qui était encore inimaginable il y a sans doute 10 ou 15 ans, ou de prise de contrôle idéologique d'un système. Maintenant, ce qu'il faut observer, c'est que c'est jusqu'à maintenant un procès d'intention. C'est-à-dire que dans le cinéma, Canal+ a toujours été à peu près irréprochable, y compris depuis que M. Bolloré est devenu actionnaire de référence. Donc c'est plus cette espèce de hantise citoyenne qui s'exprime que le résultat d'observations de faits avérés. Justement, c'est important peut-être de revenir là-dessus. Nicole Vulser, vous êtes journaliste au Monde. Actionnaire de référence, qu'est-ce que ça veut dire pour Vincent Bolloré ? Pourquoi cette tribune intervient-elle à ce moment ? Alors, on comprend bien que c'est la veille du Festival de Cannes, mais au-delà de ça. En fait, je pense qu'elle s'inscrit dans la foulée de la fronde anti-Bolloré qui a été menée chez Grasset. C'est directement, je pense, un corollaire de ce qui s'est passé dans l'édition. Il faut se souvenir que Vincent Bolloré a vraiment eu des positions politiques extrêmement fortes, d'abord dans les médias, puis dans l'édition. Ça a démarré avec en fait la modification éditoriale radicale du JDD qui est devenu vraiment un organe d'extrême droite. De la même manière, ITV a été totalement transformée en une télévision d'extrême droite. Et donc, au sein d'Hachette, Vincent Bolloré a pris le contrôle d'Hachette en 2023 et a pris successivement comme Fayard puis Grasset. Fayard, il l'a totalement modifié précisément là encore pour
il publiait de nombreux auteurs d'extrême droite, ce qui n'avait jamais été fait, comme Jordan Bardella, comme De Villiers, etc. Et donc, au sein de Grasset, il a limogé de façon extrêmement brutale Olivier Nora, qui est le PDG de ces éditions. À la suite de ce limogeage, pardon, plus de 200 auteurs ont décidé de ne plus publier leur prochain ouvrage chez Grasset. Donc il y a une fronde extrêmement importante qui a été menée. Ils sont suivis aujourd'hui par les auteurs étrangers. Donc je pense que dans le milieu du cinéma, ils ont considéré qu'il était temps de mettre un frein, un coup d'arrêt pour éviter, en fait, c'est plus une position à l'avenir. Mais alors, le problème, Nicole Vulser, pardon, je vous coupe comme vous êtes en duplex, le problème, c'est qu'en fait, les univers ne sont pas transposables, c'est-à-dire que la prise de position, ou plutôt la décision de Vincent Bolloré, puisque sur le plan capitalistique, Grasset lui appartenait déjà, la décision de licencier Olivier Nora, c'est une chose, ça se passe dans une maison d'édition, c'est un secteur très atomisé, le cinéma, ça n'est pas du tout la même industrie. Non, ça n'a rien à voir. D'un côté, il y a une maison d'édition qui a 16 millions de chiffre d'affaires. De l'autre côté, c'est un groupe de plusieurs milliards d'euros. Donc, effectivement, cette prise de conscience, cette tribune, elle a été signée par 600 personnes, dont Juliette Binoche, Swan Arlo, Arthur Harari. Et donc, là, depuis lundi dernier, on a appris qu'il y avait 600 autres personnes qui avaient signé. Donc, en fait, il y a une polarisation, il y a une radicalisation, en fait, de cette fronde anti-Bolloré. Thomas Paris, l'une des décisions, ou en tout cas l'une des raisons pour lesquelles cette tribune a été signée aujourd'hui, c'est parce qu'il y a donc la question du GC qui se pose, la montée de Vincent Bolloré dans le capital du GC. Et là, je pense que ça mérite quelques explications parce que la nébuleuse Bolloré est si compliquée qu'on s'y perd un peu. Oui, là encore, je vais partir sur une lecture purement industrielle. Hein. Canal+ a été un acteur dominant de l'écosystème de l'audiovisuel du cinéma français pendant des années, ce qu'il est encore, mais le jeu concurrentiel a un peu bougé parce que les frontières se sont ouvertes et Canal+ s'est retrouvé en concurrence avec des acteurs qui sont des mastodontes, Netflix, Disney, Amazon notamment. Et donc à partir de là, Canal+ a été obligé d'opérer un certain nombre de transformations. Il y a quelques années, 5 ans, 10 ans, je ne sais plus exactement, tout le monde s'inquiétait de la disparition possible de Canal+. Et donc Canal+ a fait d'une part en allant vers l'international et d'autre part en allant vers l'agrégation et n'étant plus uniquement un éditeur. On est toujours dans cette logique-là, c'est-à-dire que le rachat du GC consiste à participer à cette dynamique de consolidation qui se traduit par le fait d'avoir des groupes plus importants pour pouvoir résister dans un environnement concurrentiel plus compliqué. Aujourd'hui, Vincent Bolloré a 35% du GC ? Aujourd'hui, il a, oui, 35%, oui, je crois que c'est ça, et avec la capacité à prendre l'ensemble des parts d'ici 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2028, il pourrait donc devenir actionnaire unique et non plus actionnaire de référence, comme on dit ? Il pourrait avoir le contrôle sur GC, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres candidats au rachat du GC ? Pas à ma connaissance, je crois pas. Je n'ai pas vu passer d'autres noms publiquement. Mais... Marie Masmontel, vous êtes productrice et vice-présidente du collège long métrage du syndicat des producteurs indépendants. On va revenir sur ce rachat, mais comme vous êtes productrice, j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que c'est assez compliqué et les néophytes n'y comprennent pas grand-chose. Lorsque vous souhaitez produire un film, vous avez évidemment besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Comment ça se passe ? Comment interviennent les différents financements ? En fait, en France, on a quand même la chance d'avoir un système extrêmement complexe qui repose sur un certain nombre d'acteurs, au premier plan desquels il y a effectivement Canal+, mais également l'ensemble des chaînes en clair, notamment France Télévisions, TF1, M6, et tout un système, parce que c'est effectivement le socle de financement, mais il y a beaucoup d'autres acteurs. On a quand même... Lorsqu'on n'a pas Canal qui investit dans un film, on peut aussi trouver des solutions à travers des coproductions internationales.
Et également, depuis 2020, on a l'ensemble des organisations du cinéma réussi, comme on l'a fait à chaque fois avec tous les acteurs qui exposent des films, à intégrer les plateformes étrangères, notamment Netflix, Amazon et Disney, dans notre système très complexe d'investissement dans le cinéma. C'est-à-dire que bon, il y a ce concept un peu compliqué de décret SMAD, des services de médias audiovisuels à la demande. Ça concerne l'ensemble des plateformes qui donc exposent les films et auxquelles on s'abonne pour pouvoir avoir accès à des films soit frais, soit de catalogue. Et donc nous, en France, on a, avant tous les autres pays européens, imposé des obligations d'investissement à ces plateformes étrangères. Mais alors attendez, parce donc, que moi j'aimerais repartir euh, au départ. Marie Masmonteil, quand vous produisiez un film, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple du tour de table que vous devez réaliser? Quelle est la part prise éventuellement par Canal+, quelle est la part prise par le CNC? Mais encore une fois, il y a pas un schéma unique. C'est vrai qu'on a parlé de l'importance du CNC. Évidemment, il y a un élément que tout le monde connaît, c'est l'avance sur recette, qui est destiné à aider les films, à intervenir sur les films les plus difficiles ou les plus fragiles. Mais il y a tout un système de mécanismes automatiques qui fait que quand on produit un film, on va générer ce qu'on appelle du compte de soutien qui permet de financer le développement d'autres films. Alors après, quand vous travaillez sur un film qui est majoritairement français, c'est vrai que jusqu'à récemment, la première préoccupation, c'était évidemment d'abord d'avoir un distributeur qui peut mettre le film en salle. Et donc, c'est le premier regard du marché qui intervient sur un film. Et après, évidemment, en fonction du budget du film, on va voir les différents partenaires qui peuvent intervenir sur le film, qui sont effectivement, comme je viens de le dire, les chaînes de télévision, Canal+, évidemment. C'est-à-dire que Canal+, c'est vrai, est un acteur incontournable de financement du cinéma français, jusqu'à récemment, il avait très très peu de concurrence. Et après, effectivement, quand vous avez un budget relativement important, c'est également important d'avoir ce qu'on appelle les chaînes en clair, c'est-à-dire Arte, France Télévisions, TF1 ou M6. Alors attendez, on va le prendre différemment parce que je pense que c'est quand même important de fixer les bases. En 2024, Canal+ a investi environ 200 millions d'euros dans le cinéma. Alors, pour fixer les idées, Marie Masmonteil, ça représente davantage que France Télévisions, TF1, M6 et Arte réunis. Donc, on peut considérer que, alors ça c'est évident, Canal+ est aujourd'hui le contributeur dominant. La moitié des investissements des diffuseurs traditionnels sont réalisés par Canal+. Est-ce que ça c'est un chiffre qui corrobore les vôtres? Alors ça, c'était le cas des précédents accords. Les 200 millions, il y avait quand même déjà 20 millions qui étaient consacrés à Ciné+. Et en fait, le chiffre pour uniquement Canal+, c'était 170 millions. 170 millions d'euros. 170 millions, ça c'est le prévisionnel pour 2027. Non, c'était dans les accords avant 2025. Et effectivement, ce qui s'est passé en 2025, c'est que Canal+ a vu arriver un concurrent qui était Disney. Parce que Disney n'avait plus d'accord avec Canal+ pour exposer ses films sur la plateforme MyCanal, et n'avait plus d'accord avec Canal+ pour que les films Disney arrivent à 6 mois après la sortie en salle. Et donc Disney s'est retourné vers les organisations professionnelles du cinéma, dont le SPI évidemment, pour négocier un nouvel accord, bien sûr, pour permettre aux films Disney d'arriver plus tôt dans la chronologie. Ouais, alors et donc, il y a donc ces difficultés-là. Cet accord avec Disney, Canal a voulu renégocier un nouvel accord avec nous et a réduit un petit peu ses investissements. Et aujourd'hui, donc, l'investissement global, effectivement, de Canal+ est passé de 200 millions à 160 millions, tout compris, Ciné+, achat de films et préachat de films frais. Nicole Vulser, donc on voit bien que Canal+ donc pèse
de manière importante, sa part diminue. Alors bon, Canal+ explique que si sa part diminue, c'est parce qu'il y a une baisse des abonnés, une concurrence des plateformes, et puis cette tension, comme vient de l'expliquer Marie Masmonteil, autour de Disney+. Oui, alors en fait, Canal+ a financé 96 films, enfin préacheté en fait 96 films l'an dernier, alors qu'il en était à près de 137 l'année précédente. Donc effectivement, il y a eu une baisse absolument importante et très très nette qui fragilise quand même un peu le cinéma français. Aujourd'hui, quand même, la question du financement du cinéma, elle est due à cette baisse des investissements de Canal, mais d'une manière générale, celle des télés, parce que TF1 et M6 aussi ont baissé. Et Pour des raisons d'ailleurs semblables. Oui, en fait, les investissements de TF1 et M6 sont calculés sur leur chiffre d'affaires. Donc, comme ils baissent en fonction, puisque leur recette publicitaire baisse, la manne qui est accordée au cinéma baisse aussi. Et donc du coup, c'est devenu compliqué pour beaucoup de cinéastes de monter leurs films en France. On en entend beaucoup qui attendent depuis des mois qu'un projet se monte. Il y a beaucoup en fait de banquiers du cinéma qui constatent qu'effectivement aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus dur. Il y a d'abord maintenant on commence à voir des films qui rentrent en tournage alors que le financement n'est pas bouclé. Donc ils sont obligés de ratiboiser beaucoup leur budget, notamment essayer de comprimer au maximum les journées de tournage. Et j'entends dire de plus en plus que les producteurs ont du mal eux-mêmes à se rémunérer. Et idem, cette question en fait du financement du cinéma, elle est plus large puisque les distributeurs eux-mêmes ont beaucoup de mal aujourd'hui. Et les distributeurs, c'est quand même le maillon le plus faible et celui qui prend le plus de risques dans le domaine du cinéma. C'est eux qui investissent pour les sorties des films et donc qui investissent dans le film et doivent se récupérer avec les entrées. Donc l'année 2025 ayant été tellement mauvaise en termes de fréquentation, du coup, ces recettes et du coup, il y a eu un problème de trésorerie pour beaucoup d'acteurs du cinéma. On se retrouve dans quelques minutes. Nicole Vulser, vous êtes journaliste au Monde. Marie Masmonteil, vous êtes productrice. Thomas Paris, vous êtes professeur associé à HEC Paris. On va voir maintenant, cette fois-ci, le volet politique de la chose, la réaction de Canal+, et puis les craintes du milieu du cinéma. 8h sur France Culture. Matin de France Culture, Guillaume Erner. Et l'on reparle de cette situation particulière du cinéma français suite à une tribune publiée dans le journal Libération, une tribune qui s'émouvait de la place de Vincent Bolloré, une tribune qui mettait en évidence également l'importance du groupe Canal+ dans le financement du cinéma français. On en parle en compagnie de Thomas Paris, professeur associé à HEC Paris, Marie Masmonteil, qui est productrice et vice-présidente du collège long métrage du syndicat des producteurs indépendants, et Nicole Vulser, journaliste au Monde, en charge de l'économie, de la culture. Nicole Vulser, donc on l'a vu, Canal+ est un acteur très important. Canal+, c'est également désormais 35% du GC, peut-être plus. C'est un secteur du cinéma qui est fragilisé et c'est un secteur qui a vu, en se projetant probablement, ce qui s'est passé chez Grasset, d'où des inquiétudes avec ces 600 signataires donc de cette tribune pour stopper Bolloré, 600 signataires qui sont devenus aujourd'hui 1200. Qui trouve-t-on parmi ces signataires? Alors vous n'allez pas nous faire la liste, mais juste pour essayer d'en déterminer le profil, Nicole Vulser. Alors, on trouve par exemple Blanche Gardin, on trouve Dominique Moll, on trouve Sergi Lopez, Nicolas Klotz, Clotilde M, par exemple, Anne Consigny, Louise Chevillotte, Dominique Cabrera, Louise Aymon. Donc, à la fois des gens très jeunes et aussi des gens extrêmement reconnus. Et donc, cette difficulté, c'est quand même une chose rarissime d'avoir une liste noire. Ça, c'est quand même pas arrivé en France depuis la guerre. Hein. Je veux dire, c'est quand même un truc absolument dingue. Ça existe. Ça a été mis en place en Corée, par exemple, ce qu'on sait très mal.
Et donc aujourd'hui, le président du jury a été victime en Corée d'une censure et a été blacklisté. Mais sinon, effectivement, on voit mal comment en fait Canal+ va ou non le mettre en place. On va La écouter. question dans ce cas-là, est-ce que les acteurs n'auront plus qu'une chose à faire, c'est-à-dire faire du théâtre ou s'ils sont dans le cinéma, aller travailler à Los Angeles, ça va être extrêmement compliqué pour eux. Bon, il y a quand même encore d'autres financeurs que Vincent Bolloré, mais avant de vous redonner la parole, on va écouter parmi les actrices Sépidé Farsi. J'ai été très surprise en fait en lisant les déclarations de M. Saada. Cette déclaration fait montre d'une fermeture d'esprit plutôt que d'une ouverture d'esprit. Moi, j'aurais aimé voir une invitation de la part de Canal à dire faites une délégation, venez nous voir, parlons pour voir ce qui vous fait peur. Et au lieu de ça, dire d'emblée nous n'allons plus travailler avec les gens qui sont signataires de cette tribune, je trouve que ça confirme les craintes qu'on avait. Alors que le groupe Canal+ a été créé pour apporter un souffle au cinéma français. Certes, c'est un groupe privé, mais c'est quand même pour renforcer ce qu'on appelle l'exception culturelle française. Enfin, je trouve qu'ils perdent d'ailleurs en plus beaucoup de richesses, puisque ce sont des gens quand même extraordinaires qui ont signé cette tribune. Un peu comme ce qui s'est passé chez Grasset en renvoyant Olivier Nora. C'est pour faire peur en fait, c'est pour donner l'exemple pour que d'autres ne signent pas, pour que voilà. Alors on va voir comment le collectif va réagir. Je pense qu'il y aura une réaction certainement. Thomas Paris. Oui, il faut prendre un peu de hauteur pour comprendre un peu ce qui lie les acteurs du cinéma français à Canal+. C'est des rapports qui ont toujours été des rapports de petits vis-à-vis d'un grand qui a toujours occupé beaucoup d'espace. Et tout le monde arrivait à peu près à s'accorder parce que on a construit un échafaudage dans lequel Canal+ est essentiel. Et puis, fait nouveau, cette espèce de position dominante de Canal+ est attaquée par un certain nombre d'acteurs. Et tout ça arrive à un moment où des négociations vont reprendre entre Canal+ et les professionnels du cinéma. Ces négociations portent sur deux choses. Un, le montant d'investissement de Canal+. Donc combien de films et à quel niveau Canal+ investira. Et deux, quelle est la fenêtre, ce qu'on appelle la fenêtre d'exploitation de Canal+, c'est-à-dire la durée dans laquelle Canal+ a une forme d'exclusivité sur la diffusion du cinéma français. Et ce sont ces deux éléments qui ont toujours été négociés entre l'ensemble des acteurs du cinéma français qui ont pu voir à un moment donné la place de Canal+ comme extrêmement menaçante, et Canal+. Et tout s'est toujours très très bien passé jusqu'à maintenant. Là, sans doute, la prise de parole de Maxime Saada, c'est de dire Canal+ est toujours un acteur important avant ces négociations et c'est important de le rappeler. On écoute une réalisatrice, Jeanne Herry, une réaction hier. C'est vrai que moi je comprends d'où est née cette tribune. Elle est née d'une peur, d'une anxiété. C'est sûr que quand derrière on entend liste noire, menace, ça ne fait qu'entretenir cette anxiété. Voilà, c'est normal. Mais moi je peux parler comme réalisatrice. Il se trouve que le groupe Canal est très 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 important dans ma vie professionnelle. Depuis le début, j'ai été toujours soutenue par Canal+ et distribuée par Studio Canal. C'est des gens qui m'ont suivie dans tous mes projets, qui ont suivi tous les virages, tous les sujets que je voulais aborder et qui m'ont permis toujours de faire les films que j'avais envie de faire, à moi, à mes producteurs. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui de ce qui se passe pour ceux qui travaillent avec Canal+ et Studio Canal. En tout cas, moi, je peux témoigner de ça. Une réaction, Marie Masmonteil, vous qui êtes productrice et vice-présidente du collège long métrage du syndicat des producteurs indépendants. Moi, j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer, ça me rappelle la fameuse phrase de Maurice Pialat lorsqu'il avait eu la Palme d'Or pour le film Sous le soleil de Satan. Il avait répondu à ceux qui le huaient. Il avait dit si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la tribune, elle a été quand même assez frontale, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est Zapon, Bolloré. Et pourtant, les signataires de la tribune, Boris Lovchkin s'est exprimé, Emmanuel Mars s'est exprimé en disant oui, on est inquiet de la place que prend Vincent Bolloré en tant que tel dans l'écosystème du cinéma français, mais on ne remet pas du tout en question les équipes de Canal qui font un travail sérieux, qui nous soutiennent sur nos films. Le film d'Arthur Harari en compétition a été soutenu par Canal, préacheté par Canal, le film d'Emmanuel Mars aussi. Et parallèlement, donc, la réponse sans doute excessive de Maxime Saada a été je crois, d'avoir un fort sentiment d'injustice en disant « mais moi, je ne comprends pas
que vous vous attaquiez à Canal. Or, évidemment, zapper Bolloré, automatiquement, dans l'inconscient collectif, ça veut dire zapper Canal. Or, zapper Canal, ça veut dire que les 43 films qui sont présentés à Cannes ici, qui ont été soutenus par les équipes de Canal, je pense qu'il s'est beaucoup exprimé au nom des équipes de Canal, ils auraient sans doute pas pu se produire si Canal n'avait pas préacheté ces films. Donc là, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut quand même essayer de faire baisser la tension, parce que dans ce moment très antagoniste, alors qu'on essaye, nous, effectivement, vous l'avez dit, les organisations du cinéma, de retrouver les conditions d'un meilleur financement du cinéma français, on cherche, au contraire de cette tribune, à augmenter l'investissement de Canal+, dont depuis 42 ans, qui depuis 42 ans a toujours soutenu l'ensemble de la diversité du cinéma français, et depuis 15 ans où Vincent Bolloré est l'actionnaire principal de Canal, n'a jamais, quasiment jamais, sauf le cas de François Ozon, n'est jamais intervenu de façon idéologique dans le choix des films. Quel est le cas de François Ozon ? Oui, le film de François Ozon, Grâce à Dieu, Grâce à Dieu, qui mettait en cause les prêtres pédophiles. Et donc on sait là, objectivement, qu'il y a eu une intervention pour que ce film ne soit pas préacheté par Canal, mais il a été préacheté par OCS à l'époque, qui n'était pas à l'époque qui était indépendant de Canal à l'époque. Donc, si vous voulez, nous, les organisations du professionnel du cinéma, on a des convictions fortes. On défend l'ensemble de nos adhérents, l'ensemble de la filière. Et donc, d'une certaine façon, on ne peut qu'être contrit par ce qui est en train de se passer. On est hyper désolé de ce qui est en train de se passer. C'est la réaction de Maxime Saada, effectivement, qui est une réaction du fort au faible, d'une certaine façon. Elle aggrave les clivages au lieu de rassembler. Or, on a besoin de rassemblement. Et encore une fois, moi, je le redis, Canal+, les signataires de la tribune, ils ont fait une sorte d'amalgame entre le rachat par Canal+ du GC qui était à vendre. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait dit si avait été Netflix ou Amazon qui avait racheté UGC ? Et oui, est-ce que c'est aussi une situation qui pourrait se reproduire avec Pathé ? Donc, juste pour fixer les idées, Thomas Paris, parce que je pense que c'est important de rappeler la taille économique des acteurs. Canal, aujourd'hui, c'est 9 milliards de chiffre d'affaires. Pathé et UGC sont des entreprises qui font respectivement, je crois, 800 millions et 500 millions de chiffre d'affaires. UGC n'est pas coté, donc c'est compliqué de connaître les chiffres exacts. Mais pour Pathé, on a une entreprise qui fonctionne, mais qui est sur une économie, elle aussi, assez fragile. Pathé, c'est le principal studio intégré français. Oui, alors ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on est dans un secteur, l'économie de la création, l'économie du cinéma, dans lequel la concentration est un phénomène naturel. Et ce qu'on observe un peu avec Antisis, c'est-à-dire que l'intégration entre un acteur de la télévision et un acteur de l'exploitation existe depuis des années aux États-Unis, où des mastodontes et des conglomérats énormes se sont créés. C'est un phénomène tout à fait naturel. Ce qu'on a fait en France pour essayer de préserver la diversité, c'est qu'on a limité cette concentration. Ce qui fonctionnait plutôt pas mal pendant des années, qui devient un peu plus difficile à tenir à une époque où les frontières se sont largement ouvertes et la concurrence vient non plus d'intérieur mais d'extérieur. C'est pour ça que TF1, qui est un acteur majeur, aujourd'hui défend assez régulièrement le fait de libérer un petit peu les contraintes de concentration pour pouvoir jouer dans la cour des grands face aux nouveaux concurrents que sont YouTube et les autres. Et donc, ce rachat cette volonté de rachat de UGC par Canal+, s'inscrit dans une dynamique tout à fait normale, qui peut-être met à mal un peu ce qu'on a construit en matière de défense de la diversité, mais en tout cas, c'est un phénomène normal dans l'économie de la création. On voit, Nicole Vulser, qu'on a donc cette question donc de fragilité des acteurs économiques, et puis de l'autre, il est évidemment difficile de distinguer Vincent Bolloré du groupe Canal+, puisqu'il en est l'actionnaire de référence. Et donc, il y a évidemment un amalgame qui est rapidement fait. Oui, il est d'autant plus rapidement fait qu'en fait, Canal+ est assez schizophrène. Il faut quand même se souvenir que Maxime Saada est aussi le patron de CNews.
Donc, c'est une chose essentielle. Et donc, ce qui alimente en fait cette peur, et il y a à la fois cette peur sur la question d'une emprise idéologique, et il y a également à cette angoisse la question de UGC. Or, on peut voir aussi quand même que aux États-Unis, quand on regarde la taille des fusions, quand on voit Paramount qui rachète Warner, ça n'a rien à voir en termes de taille. C'est des fusions qui sont strictement colossales et qui auront un impact direct sur tout le cinéma français. Donc, à chaque fois qu'il y a des énormes fusions américaines, elles se soldent par 2 fois moins de films qui sont produits. On prend le 1 et 1 n'égale jamais 2 dans les rachats de majors hollywoodiennes. On a eu la même chose quand Disney a racheté Fox. 5 ans après, finalement, ils avaient 2 fois moins de films qui étaient produits. Ce qui a un impact sur tout le monde entier, vu qu'en fait, la fréquentation mondiale, elle est liée aussi à l'importance de ces blockbusters. Et depuis le Covid, il faut quand même se souvenir que le cinéma n'est toujours pas revenu à ces seuils d'avant Covid. Il manque encore près de 20% des entrées pour arriver au seuil de 2019. Donc, ces angoisses sont alimentées par tout ce problème-là. On voit Marie Masmonteil qui a un certain nombre de nuages qui s'accumulent. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui en France de monter un film sans Canal+? Est-ce que ça fait partie donc des scénarios plausibles? En fait, c'est toute la question. Encore une fois, on a la chance d'avoir la possibilité d'avoir différents partenaires. Donc, le fait que Canal intervienne depuis l'accord de 2025 sur moins de films, nous, on espérait que ça soit un petit peu compensé par l'arrivée des plateformes américaines. Et donc, aujourd'hui, Disney, par exemple, dans le cadre de l'accord qu'on a conclu avec eux en 2025, doit investir environ 35 millions d'euros dans la production de films, et avec une obligation en volume de 23 films. Alors, la problématique à laquelle on a été... qu'on a vu se déployer, c'est que finalement, Disney n'intervient pas sur l'ensemble du spectre de la production. Il intervient surtout sur les films à moins de 4 millions, et ensuite, il n'intervient pas du tout sur les films du milieu, entre 4 et 7 millions. L'année dernière, ils n'ont préacheté aucun film du milieu. Et donc, en fait, ce qui s'est passé avec Canal, c'est que Canal reste, et c'est pour ça que c'est un peu paradoxal, cette tribune, Canal reste un des acteurs qui intervient sur l'ensemble de la ligne éditoriale, des plus petits aux plus gros films, alors que Disney essaye surtout d'attaquer Canal sur les gros films, ce qui entraîne une surenchère sur les films que tout le monde veut, et qui donc laisse moins de place pour permettre aux films du milieu, qui sont à peu près ceux qui sont les films français qui sont en compétition à Cannes aujourd'hui, d'avoir un réel financement. Après, comme je l'ai dit, il y a aussi la possibilité de faire des coproductions internationales. On a toute une série. Un producteur, c'est quelqu'un qui assemble comme un Tetris toutes les possibilités qu'il a pour financer les films. Moi, j'ai un film que Canal a refusé. Je vais réfléchir à monter une coproduction internationale avec le Québec. Évidemment, réduire le budget, trouver des solutions. On a quand même beaucoup d'outils pour il y a encore, il y a encore Alors, des solutions. Oui, Thomas... il y a toujours des solutions. Il y a d'autres partenaires. Et il faut quand même rappeler que Canal est un partenaire privé. Donc, si vous voulez, chaque année, dans les équipes de Canal, ils reçoivent environ 700 projets. Alors, c'est vrai que quand ils en faisaient 120, c'était plus facile. Mais quand ils en font que 80, automatiquement, ça crée beaucoup d'amertume pour ceux qui n'arrivent pas à monter les projets, qui n'ont pas de solution alternative. Et qui doivent faire avec. Thomas Paris, comment on peut envisager l'évolution des choses? Donc, il y a eu les propos de Maxime Saada qui ont déclenché beaucoup de réactions. Il y a aussi une économie du cinéma qui se bouleverse avec l'arrivée des plateformes, avec l'arrivée de Disney+. Là aussi, la production subit les conséquences de cette évolution du cinéma. Oui, ça, en toile de fond de cette affaire, il y a vraiment deux mouvements. D'un côté, cette évolution drastique de l'économie du cinéma, avec une moindre exposition des films à la télévision. Les gens regardent moins les films, donc les films à la télévision ont moins de valeur.
Augmentation des modalités de consommation des films. Pourquoi les gens regardent-ils moins les films? C'est un produit, entre guillemets, qui a perdu de sa valeur avec l'arrivée des modes de consommation alternatifs. C'est-à-dire que le côté rendez-vous de la télévision ne semblait un peu moins adapté aux films, et on va plutôt consommer des films en VOD ou sur son abonnement Netflix. Et alors, donc, le transfert du cinéma vers les séries, est-ce que cela compense quelque peu l'économie du cinéma si on voulait sommer les deux? Alors, en termes de financier, ça, je ne sais pas vous répondre, notamment parce que les modèles économiques ont radicalement changé. Une série, maintenant, on la consomme dans le cadre d'un abonnement, alors qu'un film, historiquement, on le consommait dans le cadre d'un paiement à l'acte. Maintenant, là où il y a une compensation, c'est dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention, c'est-à-dire tout le temps qu'on passe devant des séries, tout le temps qu'on passe devant des jeux vidéo, on le passe beaucoup moins aujourd'hui devant des films de cinéma. Donc comment les choses peuvent se passer? Moi, je ne crois pas beaucoup à la mise en œuvre de cette liste noire. Je ne pense pas que Canal+, qui est un acteur quand même sérieux, s'amuse à décortiquer les castings. C'est plus le fait d'un patron qui tape du poing sur la table pour dire, bon, regardez, si vraiment j'avais des intentions... des mauvaises intentions, c'est pas le fait d'avoir UGC qui me permet de le faire. Aujourd'hui, je serais capable de dire je censure un certain nombre d'acteurs. Donc c'est plutôt un espèce de coup de poing. Je ne crois pas du tout qu'il y aura une mise en œuvre de ce genre de pratique. On écoute à ce sujet Gaëtan Bruel, président du CNC, hier au micro de France Inter. Le droit d'exprimer son opinion est souverain, mais le droit de rappeler les faits l'est aussi. Et à date, je peux vous dire en tant que président du CNC qu'il est factuellement faux de dire que Canal aurait renoncé à soutenir toute la diversité du cinéma français. Je vais être très concret. Canal, c'est la moitié des films français produits chaque année, 100 sur 200. C'est souvent les films les plus risqués, c'est-à-dire les films sur lesquels d'autres acteurs, par exemple les plateformes, ne se positionneraient pas. Je l'ai dit, Dossier 137, l'histoire de Souleymane, c'est Canal. Partir un jour d'Amélie Bonin et tant de premiers films, c'est Canal. Le dernier film de François Ozon, L'étranger, c'est encore Canal. Cette année à Cannes, en ce moment, on a 13 films sur 22 en compétition qui viennent de Canal. Donc moi, je respecte absolument la démarche des signataires de la tribune. Je ne me retrouve pas dans les faits qu'ils avancent, parce que dans le contexte où nous sommes, on a évidemment le droit, je crois que c'est ce qu'ils font, d'exprimer des inquiétudes sur l'avenir, mais il faut rester précis sur les faits, et je crois qu'il faut faire attention aux prophéties autoréalisatrices. Alors, c'est intéressant le terme de prophétie autoréalisatrice. Nicole Vulser, ça veut dire que cette fascisation des esprits, elle n'est pas, selon Gaëtan Bruel, qui préside le CNC, à l'œuvre dans les choix cinématographiques de Canal+. Non, effectivement, je veux dire, on peut critiquer ad vitam Canal+. En tout cas, sur la question y a-t-il eu censure, la réponse est non. Effectivement, ce que disait Marie Masmonteil, il y a eu le cas de Grâce à Dieu d'Ozon, mais les films d'Ozon ont été tous préfinancés par Canal avant celui-là, et le dernier, L'étranger, l'a été après. Donc finalement, les personnes les plus inquiètes pourront dire oui, mais il y a une autocensure. Bon, personne n'a réussi à la prouver, en tout cas aujourd'hui. Et il y a quand même beaucoup de films qui peuvent être considérés comme woke, dans lesquels effectivement on peut parler d'homosexualité sans aucune difficulté. Canal a toujours continué à les financer. Donc là, c'est un mauvais procès, honnêtement. La question, est-ce que par exemple un jour, dans un prochain Bureau des légendes qui serait éventuellement financé par Canal+, personne s'amuserait à prendre pour décor les ports d'Afrique, par exemple. Je pense qu'effectivement, ce ne serait pas la meilleure idée, et je pense que donc c'est là où il pourrait y avoir effectivement de l'autocensure. Marie Masmonteil, un mot de conclusion. Écoutez, je pense que, comme l'a dit la ministre de la Culture et le disent l'ensemble des parlementaires, il faut qui défendent le cinéma. Sylvie Robert, hier, était à un déjeuner du CNC. Il faut être solidaire. Alors là, évidemment, la solidarité a été un petit peu écornée. Moi, je dois dire que mon boulot, en dehors d'être productrice, c'est d'être présidente d'un syndicat de producteurs et de défendre l'ensemble de leur travail. Je n'ai pas signé la tribune, mais je peux comprendre l'angoisse qu'ils ont exprimée. Cette angoisse est légitime. Encore une fois, je pense que Maxime Sada a peut-être sans doute surréagi, mais en voulant défendre
ses équipes. Maintenant, il faut retrouver, ça va être un peu compliqué, mais il faut retrouver un peu de sérénité, parce que ce qui nous attend au-delà du cas de Canal, et qui, encore une fois, est totalement irréprochable, du moins pour l'instant, c'est avant tout la défense de l'audiovisuel public qui, lui, est carrément attaqué, et du CNC, dont certains parlementaires du Rassemblement national veulent clairement la suppression. Donc, effectivement, je pense que la bataille, elle est surtout là. Et la elle se défense de déplace. l'ensemble des services publics, et vous êtes très concernés par cette bataille. Un dernier mot, Thomas Paris. Oui, peut-être effectivement, on voit que 3 des piliers du cinéma français sont attaqués ces temps-ci. L'autre phénomène marquant, et peut-être c'est le fait le plus notable, c'est une forme de décomplexification, je ne suis pas complètement sûr du terme, c'est-à-dire que des tabous sont brisés. Le fait de virer un patron historique d'une maison d'édition ou de dire, puisque vous avez signé cette tribune, je ne travaillerai plus avec vous, c'était des tabous dans les secteurs de la culture. Et aujourd'hui, ces tabous semblent vraiment brisés. Thomas Paris, chercheur associé à HEC Paris, Marie Masmonteil, productrice de cinéma, Nicole Vulser, journaliste au Monde. Merci d'avoir été avec nous dans